Sortir de l'emprise sectaire procède d'accepter de faire table rase, d'accepter de tout détruire. Ma déprise, elle commence quand je suis en prison. L'isolement, pour moi, ça a été vraiment ce qui m'a permis de prendre du recul, en fait, et de me ressaisir et de me réapproprier ma propre existence. La déprise, c'est ultra violent. À un moment où on est face à soi, tu te mets dans un château, le château, il est vide, il y a une pièce, elle est même pas éclairée, et t'es seul comme ça, et tu restes comme ça. Ah, la violence que c'est, dans le noir. Bah, c'est ça. Et tu te dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Isaïe, chapitre 26, versets 20 et 21. Nous savons que nous vivons les derniers des derniers jours. Il y aura une extermination. Le flot de sang qui sortira du pressoir sera très profond, et le pays dévoilera le sang qu'on y a versé et ne cachera plus ses tués. Je suis Nicolas Jacquette, j'ai 40 ans, et toute ma vie, toute mon enfance, jusqu'à mes 22 ans, n'a été qu'une série de conditionnements successifs pour être un parfait petit outil de propagande et un outil utile au mouvement des témoins de Jéhovah. Ma mère me parlait de Jéhovah lorsque j'étais dans son ventre, ça elle me l'a dit. Ils encourageaient les témoins de Jéhovah, les mamans en particulier, à chanter des cantiques, à parler de Jéhovah et finalement à faire une introduction à la vie de petits témoins de Jéhovah pour que dès la matrice, en fait, les enfants soient déjà en train d'être conditionnés dans une vision jéhoviste. Pour la plupart des enfants qui ont peur du monstre sous le lit, ils ont des parents qui leur disent que le monstre n'existe pas. Mais les témoins de Jéhovah, ils disent à leurs enfants que le monstre, il existe, qui s'appelle Satan, qu'il n'est pas tout seul, il est entouré de démons qui sont invisibles, mais qui peuvent agir sur nous, qu'ils sont partout autour à chercher à nous nuire. Et moi, quand j'étais enfant, je les voyais tourner autour de mon lit. J'étais persuadé, en voyant la veilleuse de lumière qui était branchée sur la prise électrique de la chambre, qui tremblotait, qu'il y avait des démons qui étaient passés devant. Les témoins de Jéhovah peuplent la psyché de leurs enfants d'images violentes et qui sont traumatisantes et qui restent en tant qu'adultes. Les adultes sont persuadés que Satan existe, qu'il agit, qu'il les menace, que tout le monde va disparaître, va mourir, que ces bêtes existent. Enfin, tout ça est extrêmement réel pour tous les témoins de Jéhovah, adultes comme enfants. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant de vivre comme ça. Ça a des conséquences énormes. J'avais calculé que pour un enfant en primaire, le programme dit spirituel représentait environ 23 heures par semaine, qui s'ajoutaient au programme scolaire. Ma journée était en fait ponctuée en permanence de rappels que j'étais témoin de Jéhovah, que Jéhovah était là, je n'y échappais jamais. Quand vous êtes témoin de Jéhovah, l'école est un environnement hostile que vous rendez hostile à vous-même. C'est-à-dire, moi, j'étais la tête de turc, j'étais vraiment le gamin dont on s'amusait, dont on se moquait et qu'on brutalisait. J'ai été brutalisé pendant tout mon collège. J'étais vraiment le gamin que tout le monde tapait, dont on se moquait. Mais parce que tout, chez moi, était fait pour qu'on se moque. Mon habillement, le fait d'être vu en train de faire du porte-à-porte le week-end. Enfin, j'étais habillé comme un sac, hein, vraiment.
Ma maman essayait de nous habiller bien, mais elle nous habillait faux. Et quand je demandais, j'aimerais bien avoir un jean noir, mais pourquoi? Parce que tout le monde en a un, et t'as vraiment, Nicolas, envie d'imiter tes camarades? Tu as envie de ressembler à des gens du monde? C'est vraiment ça que tu veux? Tu penses que Jéhovah, ça lui plaît? Que tu veuilles ressembler à tes camarades, qui eux suivent la mode, qui influencent et qui juste finalement nous poussent à ressembler aux autres? C'est vraiment ça que tu veux? Donc j'étais culpabilisé en permanence de vouloir ressembler aux autres. Je ne pouvais parler de ce que j'avais dans le cœur à personne, et surtout pas à mes parents. Parce que la seule réponse de mes parents, quand je leur disais que j'avais un problème, c'est de dire « on va faire une prière, on va lire la Bible ». C'était horrible. Moi, j'avais juste envie que ma maman me dise « mais je comprends, mon chéri, je comprends ». Oui, bonjour, je travaille à la police judiciaire à Nanterre. Je pense que vous avez... La police judiciaire à Nanterre souhaiterait monter Je représente l'association GEMPI, la prévention et contrôle des dérives sectaires. qualité de religieux, Donc, on va reprendre cet après-midi donc, de présentation donc, par rapport à cette formation des référents des risques sectaires par des témoignages très importants et vous allez voir que ça va être passionnant. Donc, témoignage de Julie qui va pouvoir répondre à certaines questions que vous vous posez. Donc moi, la première accroche que j'ai avec l'Université de la Relation, et donc Gabriel Loison et le gourou, je fais avec un adepte en 2005. À l'époque, j'ai 31 ans. Je suis sortie depuis 5 ans des arts décoratifs de Paris. Et je suis à un moment de ma vie en tant qu'indépendante où j'ai moins de boulot. Voilà, je suis remplie amoureuse. Je déménage. Bon, voilà, il y a plein de choses qui font que je reconsidère un peu mon planning et que je me dis... j'aimerais faire un break, je voudrais voir autre chose. Donc je rencontre ce gars. On partage sur nos valeurs. Alors c'est évidemment des valeurs un peu larges, un peu d'authenticité, d'avoir envie de faire du bien aux autres, avec des sensibilités écologiques. Donc quand même, moi l'éco-anxiété, je la connais depuis très longtemps en fait. Donc il me parle d'un groupe, il me dit mais en tout cas tous tes questionnements... Tu pourras te les poser, on fait un stage au Maroc, chaque année on fait une petite session, on se retrouve tous. Et je me retrouve donc en septembre au Maroc, à Agadir, sans avoir absolument aucune conscience qu'il y a un chef derrière. Je m'appelle Julie et il y a 17 ans, j'ai adhéré à un groupe qui s'est avéré une secte et j'y suis restée 6 ans. Je sors de cette histoire juridiquement, mais aussi, je pense profondément psychologiquement. Je pense qu'il m'a fallu tout ce temps-là pour en sortir clairement, définitivement. Lors de ce premier stage au Maroc, on part pour créer un collectif qui se veut engagé écologiquement, mais petit à petit, notre idée de l'écologie s'étiole. Avec le gourou, ça devient l'écologie humaine d'abord. En fait, tout est recentré sur nous au final. À la fin de ces 3 semaines-là et de ce bombardement d'exercices dits énergétiques, de méditation, d'exercices physiques, de crapahutage dans les hauteurs pour aller capter l'énergie du soleil et tout ce blabla qui nous est fait pendant des heures, on finit par se dire bah oui, qu'on n'est pas grand-chose et qu'il faut d'abord bosser sur nous et donc qu'il faut voilà, s'inscrire dans ce que lui prône, qui est d'abord une initiation personnelle, un travail sur soi. Mais en gros, en fait, l'humanité va changer. Et pour qu'elle change, il faut qu'il y ait des porteurs de nouvelles connaissances. Et il se trouve que nous, par hasard, on est tombé par un des plus gros porteurs de connaissances. Et donc, grâce à lui, on va aider l'humanité à changer.
Donc en gros, on est des sauveurs. Je suis un guerrier de lumière. Mantra 50. Le magnétisme astral, c'est se connecter à notre esprit pour amener de l'énergie de l'astral, qui a des pouvoirs étendus, a un ego puissant et des doutes en proportion. L'ego est le résultat de ce que nous avons été, nos expériences passées et notre niveau d'évolution spirituelle, et des expériences de cette vie. L'ego est la partie non maîtrisée de notre nature divine. Je m'appelle David, j'ai 39 ans. En 2005, je rentre dans la secte des Guerriers de Lumière. Aujourd'hui, après avoir été dans une emprise sectaire durant 10 ans, en fait, je travaille avec une boîte de production, je suis auto-entrepreneur. Ce qui pouvait nous lier tous, c'était l'espoir d'avoir des réponses à des questions qu'on pouvait se poser sur la vie, sur nous, et de chercher ça avec quelqu'un qui était capable de nous donner des réponses, et en groupe aussi. Le groupe aidant à la cohésion. Donc c'est des failles qui se sont retrouvées chez les êtres et puis qui ont résonné entre elles, et on s'est retrouvés dans un système sectaire, une dérive sectaire. En 2005, je rentre dans la secte. Après avoir rencontré une personne qui m'y a amené, en fait, je me décide à venir à la Grande Halle de la Villette. Et je vois 25-30 personnes qui font du kung-fu. Élisée, c'est son prénom, qui deviendra le gourou de la secte, en fait, arrive et commence à tenir l'entraînement. Donc il voit que je suis là, il voit que j'ai des capacités physiques assez rapidement. On commence à discuter très vite, il a commencé à me cerner. À l'époque, je me doute de rien, moi. J'ai été accepté en séance de philo, et après, il m'a proposé ce qui deviendra les thérapies. Il nous préparait, en fait, à être les guerriers de lumière, préparés pour sauver l'humanité entière. Et si on ne travaillait pas sur notre ego, on n'allait pas être prêt à temps pour pouvoir le faire. Mais lui n'a plus d'ego. Lui, il s'est émancipé de son ego. D'ailleurs, il s'est émancipé de son ego quand il était tout jeune. Il a fait un voyage dans l'astral avec son grand-père. Il a combattu des démons en tirant des boules de feu à la Dragon Ball Z. Et puis, fini. Plus d'ego. Maintenant, il peut porter la bonne parole à tout le monde. Quand tu acquiers cette conviction profonde que tu es véritablement un élu, tu as une vraie responsabilité. Ah, cette responsabilité, c'est pas de gagner ta vie. Cette responsabilité, c'est pas d'avoir des enfants, une famille, un toit sur la tête, que tu payes toi-même et que tu assumes. Et un travail. Cette responsabilité, c'est de sauver l'humanité quand celle-ci va s'écrouler. C'est quand même beaucoup. Le kung-fu, c'est lui qui enseigne. La thérapie, c'est lui qui fait. L'intime, c'est lui qui s'en occupe. Les êtres, il les met ensemble. Comment tu t'habilles, ton prénom, c'est lui qui te choisit. Eh bien, quand tu mets tout ça ensemble, ben là, il y a l'emprise. Et l'emprise, c'est aussi un groupe. Quand je te dis qu'on est dans un cocon, c'est qu'on est pris dans quelque chose où on sait qu'on pourrait compter sur les êtres si on a un problème. C'est une grande famille. Et c'est notre famille. C'est notre famille de cœur, c'est notre famille de tout. C'est notre famille. Sans eux, bah, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie ? Je m'appelle François, j'ai 50 ans. J'ai rencontré les Guerriers de Lumière en 2001. Donc j'avais une petite trentaine d'années, quasiment 30 ans. La sortie de ce groupe se fait suite à un déclic. Et ce déclic, il se produit en 2010 ou 2011. Élisée nous dit « Je vais vous parler de choses dont vous n'avez jamais entendu parler ». Et il nous a déballé tout ce qu'on peut trouver dans les sphères complotistes et conspirationnistes. Parmi tous ces délires conspirationnistes, il y avait les chemtrails. Alors les chemtrails, c'est, à en croire cette théorie conspirationniste, les avions de ligne affrétés forcément par le gouvernement américain ou le gouvernement mondial, c'est au choix, passeraient au-dessus de nos têtes pour répandre des produits qui stériliseraient l'humanité ou empoisonneraient les gens. Il a commencé à très rapidement adhérer à des thèses qu'il trouvait sur Internet et qui nous ramenaient encore et encore en fait. C'est-à-dire on est sorti de cette séance-là de philo où il nous a expliqué selon lui le monde
comment il se passait, le pape noir, les trucs, les machins, la reine d'Angleterre qui mangeait des enfants et qui prenait des sérums bizarres, qui était une reptilienne. Enfin, on est passé partout, quoi. On se retrouve un jour en entraînement. On voit passer, bien sûr, comme c'était toujours le cas au-dessus de la Villette, des avions qui décollaient ou qui atterrissaient à Roissy. Et tout le monde de hurler ah, « Chemtrails, chemtrails, chemtrails !» Ok, bon, je dis « Waouh, ça va quand même un petit peu loin, vous me fatiguez. » Je raccompagne une personne après l'entraînement devant chez elle. J'ose une critique très légère, une réserve. Bon, moi, tu sais, les chemtrails, j'y crois pas trop. Cette personne me dit ça me gêne que tu me dises ça parce que si tu ne crois pas à ça, tu doutes de la parole d'Élysée, tu remets en cause tout ce qu'il nous dit depuis des années et tu nous doutes de nous qui avons fait le choix depuis tant d'années de le suivre et de nous en remettre entièrement à lui. L'emprise sectaire, le problème, c'est que déjà, on se rend compte qu'on a été dans une secte que quand on en sort. Donc ça veut aussi dire que les personnes qui ne sont pas dedans ne savent pas ce que c'est. Et quand on cherche à savoir, on entend des discours qui parfois sont délirants. Et on se dit, mais ce que ces personnes disent, ça tient pas la route. Oui, mais on n'a qu'une partie du prisme. On a un instant T de la vie de cette personne-là. Mais cette personne-là, elle a vécu tellement de choses avec la personne ou les personnes qui la manipulent. C'est tout un travail d'emprise petit à petit, c'est des jalons. C'est vraiment comme imaginez un tissu qui est vraiment filé, mais de manière extrêmement fine. C'est long, c'est un travail minutieux, et c'est ça le travail d'emprise d'un gourou. Généralement, on pense facilement que quand quelqu'un est libre de ses mouvements, il est libre dans sa tête. L'emprise, c'est une prison mentale. Et quand on est emprisonné mentalement, le corps suit. Le corps ne peut pas faire ce qu'il veut du coup. On ne peut pas faire les choix qu'on veut. On est emprisonné mentalement. Le gourou a monté une espèce de paralogique dans lequel il y a une déréalisation totale de la vie. En fait, petit à petit, on rentre dans un super jeu vidéo. Mais c'est vrai, en fait. Et c'est plus vrai que la réalité, parce que tout est compréhensible. Et au sortir du Maroc, on a d'autres grilles de lecture. C'est-à-dire, je vais revenir et sortir de l'aéroport à Charles de Gaulle Étoile, je ne vois plus rien pareil. Mais vraiment, c'est pas que je le veux pas voir autrement, c'est que je ne vois plus les choses pareilles. Et en fait, c'est comme ça qu'on rentre dans le jeu 3D, en fait. C'est que petit à petit, en fait, on rentre dans un programme, en fait. C'est un peu Matrix, hein, c'est dommage à dire, mais en fait, on rentre dans un autre phénomène de perception, de compréhension, d'expression et de lecture du monde. Et c'est pour ça que ça marche, en fait. C'est que vraiment, à notre insu, il y a une déréalisation du monde, une dépersonnalisation de nous qui n'est pas encore effective parce que vous allez voir, l'initiation personnelle va vraiment créer cette chose-là. Mais quand même, on n'est plus les mêmes, on n'a plus les mêmes relations. L'amour, c'est pas l'amour, le sexe, c'est pas le sexe, l'alimentation, c'est plus l'alimentation. Et c'est beaucoup de choses subtiles, non dites, difficiles à faire percevoir, difficiles à partager, qui sont en fait un vrai ciment, en fait, et qui sont sûrement un énorme carburant dans l'histoire. La croyance profonde des témoins de Jéhovah, c'est que Dieu a tout créé, et que Satan s'est mis en compétition avec Dieu au moment du Jardin d'Éden. Tout ça prendra fin lors d'Armageddon, où Jéhovah va décider qui va être les fidèles qui ont résisté à Satan et ceux qui l'ont suivi, que les témoins de Jéhovah appellent les gens du monde. À l'issue de cette guerre, les témoins de Jéhovah se retrouvent sur un monceau de cadavres et doivent refaire un paradis généralisé sur la terre. Et plus j'y pense, et plus je me dis, non seulement être entouré de témoins de Jéhovah, qui sont pas globalement les gens les plus fun que j'ai pu rencontrer dans l'existence, et de se dire, c'est super, le monde entier est mort pour qu'on puisse cultiver des légumes et jouer avec des koalas et des cobras. Oui.
bah, y a peut-être autre chose à faire quand même. Lorsque j'ai 15 ans, je réalise que je supporte pas ma vie. Je voulais que mes parents sachent, que mes frères et sœurs sachent, que les témoins de Jéhovah sachent, que mes camarades sachent, que l'école sache qu'ils étaient tous collectivement responsables de mon malheur. Qu'ils rendaient ma vie impossible. Que c'était une torture au quotidien qui m'était imposée parce qu'on ne me laissait de paix jamais. Cette inversion des valeurs qui est dans beaucoup de mouvements et qui est chez les témoins de Jéhovah, c'est de faire croire à un moment donné que la torture est une preuve d'amour. Que agir d'une façon torturante avec un individu, avec son enfant, en fait, c'est l'aimer. À ce moment-là de ma vie, il n'y a pas d'alternative. Je me dis juste, je vais crever. La seule chose qui m'en empêche, c'est que les témoins de Jéhovah interdisent le suicide. Parce que pour eux, la vie est sacrée et qu'on n'a pas le droit de se loter. Et que la seule chose qui m'empêche de me suicider, c'est que je me dis, si jamais je le fais, en fait, ce suicide-là sera compté comme un échec pour mes parents et ça peut les priver de la vie éternelle dans le paradis. Et ça, je peux pas. Et quelque part, cette croyance-là m'a sauvé la vie. Sinon, je me serais foutu en l'air, c'est certain. Sur les sables, les pas de chacun se croisant forment une immense grille où chaque marcheur, en posant son empreinte, s'en est allé vers son horizon personnel. Le chemin de chacun se borde-t-il de barbelés ou de fleurs multicolores aux senteurs d'amour? Mais en fait, c'est vrai que tu peux... tu vois, c'est un peu l'ivresse, quoi, quand tu lis ça et que tu tripes sur les trucs spirituels. Parce que des fois, tout d'un coup, voilà, en gros, dans la même phrase, tu as lu amour, créativité, authentique, je sais pas quoi, intégrité, et t'es là... Et en fait, comme on te dit que, tu sais, c'est l'effet Coé, donc t'as l'impression que ça... Enfin, moi, j'avais l'impression que ça marchait, quoi. Quand je le lisais, ça faisait déjà un premier pas en moi, pour la planète. Ça activait les trésors du temps en toi. Ouais. Je m'appelle Johan. Aujourd'hui, moi, j'ai 37 ans et j'écris sur les dérives sectaires parce que en 2005, quand j'avais 20 ans, je suis fait embarquer par une secte dans laquelle je suis resté 5 ans. Julie, au début, c'est une amie qui est rentrée en même temps que moi et au bout d'1 an ou 2 ans, c'est de plus en plus sexualisé. Alors, régulièrement, on a des sortes de partous, mais qui sont toujours mis dans un certain cadre initiatique. Et il y a eu une cérémonie, en fait, où il y a eu, pour moi, du sexe punitif. Il dit aux femmes qu'on va faire un test de sensibilité, donc il bricole toujours un truc comme ça, un peu différent, un peu scientifique, un peu spirituel, un peu je sais pas quoi. Et du coup, nous, en fait, les femmes nous mettent, si tu veux, en gros, nous mettent certains coups et tout ça pour tester notre sensibilité d'homme. C'est les femmes qui nous font ça aux hommes. C'est les femmes, en fait, qui nous violent. En fait, ce qui fait qu'on a accepté tout ça, pour moi, c'est justement de croire à cette mission de sauver le monde. Et du coup, forcément, il fallait un peu qu'on souffre, forcément, il fallait un peu qu'on se fasse entre nous un peu aussi de la violence et tout ça. Ce qui est horrible dans cette instrumentalisation, c'est que la fabrique de la perversité, là, elle est pour tout le monde. Au plus ça va, plus tu deviens imperméable à la souffrance de l'autre. C'est vraiment ça, en fait, la fabrique de la perversité. Tout le monde va un peu plus vers l'horreur. Un jour, au Costa Rica, les nouveaux adeptes arrivent avec leurs filles pour faire une cérémonie initiatique. Après cette cérémonie, le gourou va proposer d'être parrain et marraine avec Julie.
Donc là, cette jeune femme, pour nous c'est une jeune femme, hein, elle a 14 ans, et elle part avec eux pendant 2 semaines. Et du coup, c'est à ce moment-là où, une fois qu'il n'y a plus les parents, qu'il n'y a plus personne autour, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il va lui expliquer que, en gros, il faut qu'elle apprenne à faire des fellations, tout ça. Enfin, il faut qu'elle devienne une femme, et du coup, il faut qu'elle apprenne à servir l'homme. Et c'est pour ça que plus tard, le gourou et Julie sont arrêtés pour viol sur mineur. Fin 2013, j'étais arrivé en rupture de ce que je vivais avec ces personnes-là parce que je voyais vraiment la chose s'accélérer, devenir très, très, très étrange, en fait. Il y avait les séances sexe avec les filles, donc je les entendais faire des cris pas possibles. Je me disais qu'il se passe vraiment des choses très, très bizarres. Il appelle les femmes qu'il a choisies de la secte des Fox. C'est Female Orgasmic Expert. L'orgasme a un rapport avec le fait de sauver le monde. Pourquoi? Parce qu'une femme qui a des orgasmes est une femme libérée, c'est une femme qui s'assume. Et de par ce fait-là, elle peut enseigner à d'autres femmes, et si les femmes vont bien, le monde va bien. Voilà. Par jour, elles ont un nombre d'orgasmes qu'elles doivent respecter. Si vraiment elles sont assidues au travail, elles envoient, alors qu'elles travaillent pour certaines, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont au RSA, mais il y en a quelques-unes qui travaillent, eh bien elles doivent se masturber en pensant à lui, elles doivent lui envoyer des messages pour leur dire qu'elles ont joui pour lui, lui enregistrer des messages tout en étant dans les toilettes du travail. Hein. Donc il a un harem de 20 femmes, une quinzaine de femmes, et il fait ce qu'il veut avec elles. Mais il fait ce qu'il veut avec elles. Il a des esclaves sexuels. Moi, j'ai été esclave sexuelle de ce mec pendant 5 ans, parce que j'étais dans son lit tous les soirs. Je n'ai pas pris de plaisir, je faisais mes exercices, en fait. Et entre nous, on va faire un bon nombre de partouzes non protégées, jamais protégées. Donc non, bien sûr, le sida passera pas par nous, parce qu'on est sur une autre énergie, un autre... Voilà. Et moi, le fait de tomber enceinte, je me dis pas, ah bon, mais alors il y a un truc qui va pas. Je suis plutôt préoccupée par ma capacité à m'adapter, à faire bonne figure, à pas passer pour une cruche, voilà. À l'époque, je pourrais pas dire que j'ai été programmée pour être un parfait soldat commando, mais en fait c'est ça, j'ai été programmée pour ça, et donc du coup je suis un bloc, en fait, je suis un bulldozer à ce moment-là. C'est le dépassement, il faut toujours se dépasser. Sous couvert de se dépasser, on fait un peu tout et n'importe quoi, du coup. Un jour, il va me désigner avec d'autres femmes pour faire une soi-disant expérience initiation du prana. Et suite à ces 3 semaines d'initiation, on est censé changer de système alimentaire et ne plus avoir à s'alimenter. Pendant la première semaine, on ne mange ni ne boit. Ce ne sera que le 8e jour qu'on pourra reboire une goutte d'eau. Mais moi, au bout du 8e jour, je peux même pas me mettre à genoux. J'ai commencé à perdre mes muscles, en fait. Mais c'est comme ça qu'un corps survit. Hein. Au bout d'un moment, il pioche dans les réserves. Donc au début, il pioche dans le gras, puis après, il pioche dans le muscle, il pioche de plus en plus loin. Ça a été vraiment très, très grave. Ma maigritude a été très loin. Enfin, je me suis amaigrie de manière très, très loin. Il y a 2 filles qui ont cru que j'étais en train de mourir un jour, où elles m'ont vue allongée en silhouette. Elles voyaient le diaphragme complètement creusé. Elles voyaient même plus les côtes se soulever. Elles ont eu très peur. En fait, je n'accédais pas à la peur de mourir, je pense, parce que c'était interdit d'avoir peur dans la secte. En fait, si tu veux devenir un surhomme et sauver la planète, faut pas commencer à avoir trop peur. Donc en fait, j'ai plusieurs exemples comme ça où j'ai inhibé en fait la sensation de peur. Et je pense que du coup, en inhibant, en n'ayant plus le droit d'avoir peur, mon corps essayait par d'autres moyens de me faire comprendre que j'étais en danger de mort. Mais je n'arrivais pas à le calculer, ce truc-là. Comme je ne crois pas aux chemtrails, je suis placé en retraite, donc en gros, ne plus revenir à l'entraînement, ne plus revenir au cercle de philo, continuer par contre à venir en thérapie.
Une pseudothérapie, c'est quand même 50 € à chaque fois hein, qui reviennent dans son escarcelle, donc ça serait idiot de s'en priver. Et c'est surtout là où, clairement, je me fais ordonner d'accepter la reprogrammation. Le terme est employé. On parle de reprogrammation. Et ça fait partie des choses, moi, qui m'ont vraiment fait prendre de la distance. Ce qui m'arrive là en réaction, c'est la déferlante. Je me prends des dizaines, des centaines de mails, d'insultes, de menaces. C'est quand même tout un groupe qui se retourne, un groupe d'amis, hein, qui ont été vos amis depuis des années, qui sont un petit peu les derniers amis qui vous restent, puisque tous les autres, la vie les a écartés, ou vous les avez écartés, vous ne les avez pas vus. Donc ces amis qui vous restent deviennent d'un coup la meute qu'on lâche à vos trousses, et vous disent tout le mal qu'ils pensent de vous. Et je voyais cette vague de haine monter. Et là, j'avoue que j'avoue avoir eu peur. Peur de quoi, je ne sais pas exactement, mais peur. Je sors de là et je me rends compte en fait que la famille que je croyais être une famille n'est pas une famille. C'était une escroquerie cette histoire de famille parce que du jour au lendemain, j'ai plus une nouvelle de personne. Personne. Et j'ai aidé tout le monde. Tout le monde. J'ai toujours été prévenant. J'ai fait de mal à personne et du jour au lendemain, ostracisé. Tu sais, c'est comme dans l'Égypte ancienne. On raye le nom, tu vois. On ne prononce plus. Il n'existe plus. C'est fini. Il est effacé. Et j'ai vu ça se produire en fait avec des personnes qui ont été écartées de la secte. C'est très difficile. Hein. Moi, je pense qu'on a certains qui ont des risques possibles de suicide après en sortant de là. Il faut vraiment que des proches soient là pour eux. C'est pour ça que j'en profite hein, pour dire aux familles, soyez proches des personnes qui sont encore dans la secte. Gardez un contact. Parce que le jour où elles vont sortir de là, je vous raconte pas la difficulté qu'il va y avoir. La déprise, c'est ultra violent. La déprise, c'est un moment où on est face à soi et on est seul. Mais genre, c'est le silence, quoi. C'est genre, c'est le silence. Tu te mets dans une pièce, dans un château, il y a une pièce, elle est même pas éclairée. Le château, il est vide. Le terrain de milliers d'hectares, il est vide autour. Et t'es seul comme ça. Et tu restes comme ça. Ah, la violence que c'est. Dans le noir. Ah, c'est ça. Et tu te dis, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je crois que le moment où j'ai commencé déjà à quitter un peu la maison en allant faire mes études ailleurs, où d'un coup il y avait une distance, là j'ai commencé à avoir une respiration. Je me suis rendu compte là que la distance avec mes parents, le fait de n'être plus sous leur joug pendant une journée entière, il n'y avait plus que le soir, était une libération. Plus tard, quand j'arrive à Paris, mon environnement finalement amical, social se diversifie. Et je vais rencontrer Jérôme, qui va devenir mon meilleur ami, celui qui va m'aider à quitter les Témoins de Jéhovah, qui est maintenant mon associé depuis 14 ans dans l'agence qu'on a montée ensemble. Jérôme et d'autres amis ont monté ce qu'ils ont appelé l'opération Nicolas, une opération pour m'aider à sortir des Témoins de Jéhovah. Et leur premier réflexe, qui était le bon, et que peu de gens ont, ils sont allés se renseigner sur ce qu'étaient les Témoins de Jéhovah. Ils ne savaient pas. Ils avaient forcément, comme tout le monde, entendu dire que c'était une secte. Voilà. Et ces amis-là, en fait, non seulement cherchent à comprendre, mais dans l'opération Nicolas, préparent en fait l'atterrissage, en me créant un environnement affectif qui va pouvoir remplacer celui que je vais perdre. Et c'est prévu, enfin c'est écrit. Tous les gens qui sont mes amis proches, ma famille, les amis que je me suis fait à Paris chez les Témoins de Jéhovah, vont me tourner le dos. Ils mobilisent tous leurs amis, dont certains que je ne connais pas, qui d'un coup m'invitent partout à faire plein de choses. Et des choses hyper intéressantes, des choses culturelles, des choses qui ouvrent mes univers, mes horizons, qui m'intéressent follement. Et puis des gens qui ont des conversations intéressantes, qui ont des vies riches, qui ont des sources d'intérêt très diverses et qui ouvrent encore là aussi mes horizons d'intérêt. La balance, ça se fait vite, hein. Avec qui je préfère passer du temps ? Avec des gens qui déjà me parlent en tant que personne, et pas en tant que membre d'une entité, hein, petite fourmi parmi une fourmilière.
Et puis, petit à petit, je m'éloigne de cœur intérieurement parce que je passe moins de temps aussi avec le dogme. Donc le dogme perd de sa puissance, perd de son imprégnation. Même s'il est toujours là, il perd de son imprégnation. Et au moment où le voile se rompt et où je réalise que tout ce qu'on m'a appris depuis l'enfance, toute la réalité de ma vie, tout le monde qu'on m'a dépeint n'existe pas, c'est pas qu'il est différent, il n'existe pas. Cette réalité est fausse et irréelle. J'ai l'impression d'être dans un vide, un néant absolu. Je n'ai plus aucune base. Parce que si mes parents ont été trompés et m'ont trompé par ricochet sur ce sujet, sur quoi d'autre? Sur quoi d'autre de ce qu'ils m'ont appris se sont-ils trompés? Qu'est-ce que je peux croire? Est-ce que je peux encore croire quoi que ce soit que m'a dit mes parents? Qu'est-ce qui reste de leur éducation? Qu'est-ce qui reste de ce qui fait des bases sur lesquelles m'appuyer pour vivre? Je veux dire, je n'ai plus rien. Rien du tout. J'ai tout à construire. Et c'est aussi vertigineux que c'est fabuleux. Et quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais plus être témoin de Jéhovah, ils me l'ont dit, on va faire comme si tu es mort, ça sera plus simple. Mais parce qu'ils me considèrent réellement comme déjà mort. Parce qu'ils se considèrent dans une réalité où le monde peut disparaître demain. Mais vraiment demain. Ou en pleine nuit. Donc pourquoi s'attacher à un enfant qui a déjà décidé qu'il ne ferait pas partie des survivants? Ma mère m'a envoyé une lettre, une petite lettre, très très dure. Elle a écrit « Je me sens comme une mère dont le fils serait en train de mourir. Tu as de la chance d'être heureux, Nicolas, d'autres ne le sont pas parce qu'ils sont torturés par le chagrin et la honte. Nos bras te seront à nouveau ouverts lorsque tu te décideras à nouveau à mener une vie pure. » Un jour, je suis seule avec le gourou. On est attendu par toute une équipe de policiers. Ils nous disent tout de suite pourquoi ils sont là. Le mandat est clair. En fait, il y a abus sur mineur. Il a fait la grosse connerie de sa vie où il se fait choper par les flics et moi, je vais le défendre mordicus, quitte à ce que ça soit moi qui prenne les coups et qui le laisse, lui, continuer à sauver le monde. Donc à ce moment-là, il y a zéro déprise, bien au contraire. Je dirais même qu'il y a un renforcement de ma position de défenseur du gourou. Bonjour à tous et à toutes. Nicolas, major de police. Je suis à la KEMAT depuis quelques années maintenant. J'ai participé à l'interpellation de Gabriel Loison et sa compagne, Julie. Chose extraordinaire, Julie est restée très longtemps loyale à son leader. C'est quelque chose d'assez mystérieux pour nous, parce qu'on aimerait bien avoir le bouton secret qui permet de sortir quelqu'un d'une emprise. Pour le moment, je ne l'ai pas encore trouvé. Voilà. Bon, mais maintenant, je pense que j'ai assez parlé. Je vais lui laisser la parole. Alors, moi, la déprise, elle a commencé par un espace forcé. J'ai été accusée d'une chose terrible. Je ne sais pas s'il y a beaucoup plus terrible que ce pourquoi j'ai été inquiétée. Et donc, je me suis retrouvée en prison. Et ben, moi, ça m'a sauvée. Enfin, l'isolement forcé, la séparation d'avec ce moi-même tyrannique a été la première modalité de déprise. Donc avant d'être incarcéré, il y a eu la garde à vue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, à un moment donné, Nicolas me dit, mais en fait, il attaque pas du tout sur le sujet, en fait, du viol. Il m'attaque pas direct sur le truc. Il m'inflige pas ce coup près qui va être pour moi la mort, en fait. Quand je vais prendre conscience que pour cette jeune fille, il n'y a pas de consentement possible, c'est l'enfer. Mais avant ça, en fait, il parle du contexte, en fait. Il m'a dit, mais en fait, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous a apporté, ce mec? En fait, qu'est-ce qui est important pour vous avec lui? En fait, j'ai l'impression en fait, d'être un peu touchée, en fait, d'être un peu comprise là où... Et en fait, en plus, c'est terrible parce que je lui dis, mais non, j'ai pas réussi. Enfin, en fait, en plus, j'ai l'impression qu'il comprend qu'il fallait que je sois une bête sexuelle et que je le suis pas et que je culpabilise et je suis fatiguée. En fait, ça fait 30 heures, j'en ai marre, que je sais plus où je suis, que ça se trouve, il va falloir sauver le monde, que j'en suis incapable.
Il me met en lien avec cette jeune fille. Et en fait, c'est en même temps terrible, mais en même temps, ça m'humanise. Je ne suis pas le monstre qui a saccagé la vie d'une jeune. C'est une jeune, elle s'inquiète aussi pour moi, en fait. Et du coup, il ne met pas du tout un rapport culpabilisant plus qu'il n'en est, ou un rapport de force, ou un rapport de « elle fait partie de notre monde, et toi, tu es dans ce monde de merde, et tu vas bien te payer cher ». Et donc ça me fait un truc incroyable à l'intérieur. Mais en fait, il ne le percevra jamais, cet officier de police. Il ne percevra pas, en fait, ce que ça m'a fait. Par contre, donc je ne sais pas si j'oublie des choses importantes de cette garde à vue, mais pour moi, ça a été vraiment un moment incroyable, je pense, de la déprise, mais qui n'aura d'effet que bien plus tard. Je vais être finalement presque 1 an en détention. Je reviens chez mes parents. C'était comme si on m'avait foutu à poil en plein hiver, comme ça, dehors, en fait. Le fait qu'on me regarde un peu trop dans les yeux, enfin, tout était effort. Donc, je comptais quasi chaque minute. En tout cas, chaque heure qui passait de chaque journée pendant au moins 1 an, je les comptais. Et puis, au bout d'un assez longtemps, la déprise, elle se fait de plus en plus présente, en fait. Et ça m'a fait un effet extraordinaire, affectivement. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est comme... Mais je n'ai pas le temps de l'élaborer. Mais en tout cas, dans mes sens, tout d'un coup, je respire. En fait, tout d'un coup, c'est comme si j'étais en noir et blanc et que tout d'un coup, il y a de la couleur. C'est comme si tout d'un coup... j'avais pas finalement vraiment aimé pendant 6 ans, tout avait été contraint affectivement, psychologiquement, mentalement, etc. Et que tout d'un coup, j'avais un vrai truc, et c'était fou. Julie c'était la guerrière, c'était son fer de lance au gourou. C'était impossible de parler avec elle. Elle était tellement fanatisée, voilà. Elle était complètement fanatisée. Elle ne m'appelait plus papa. C'était impossible pour elle de m'appeler papa. Elle m'appelait Luc. Et c'est lui qui lui avait dit, il faut que tu lâches tout. Et voilà. Quand elle m'a, un jour, sur un petit mot, elle m'a laissé, je rentre, je t'embrasse, papa, j'ai dit ça y est. Et le jour où elle a pu redire papa, j'ai dit voilà, elle est finie. Elle est... C'était très joli. Bon. Oui, je me souviens. Et je me souviens. Tiens, on pourrait peut-être reparler du connard. Ok. C'est un ignoble individu. Pour moi, c'est un ignoble individu. Vraiment. Puis il me dégoûte. Et rien que de penser à sa tête, sa barbe, son truc. J'ai fait des croquis de lui pour le procès. Il est ignoble. Tiens, regarde ce que j'ai retrouvé. J'ai mis des cornes et il crache son venin. Les témoins de Jéhovah ont instrumentalisé ma famille et ont rendu encore plus difficile le fait de pouvoir les revoir un jour, parce que dans les processus qui ont accompagné ma sortie, je me suis retrouvé médiatisé par les hasards de la vie. J'ai écrit un livre les concernant. Et les témoins de Jéhovah n'ont pas apprécié du tout ma médiatisation et ont décidé de porter plainte contre moi en diffamation à plusieurs reprises. Ils les ont à chaque fois perdus, ces procès, et je les ai gagnés. Et je peux vous dire, de les avoir eus en procès et d'avoir été leur opposé en procès, ils sont pas bons du tout. Mais alors pas du tout. J'ai jamais vu, en fait, et j'ai rarement vu dans un tribunal des gens arriver avec la Bible devant le juge et espérer que ça allait le convaincre.
Et du coup, ma petite sœur est arrivée à ce procès en étant persuadée qu'elle était un soldat de Dieu. On lui a dit, tu vas combattre au nom de Jéhovah un apostat qui est ton frère. Et elle était persuadée, parce que c'est ce que témoin de Jéhovah croit, que Jéhovah étant derrière elle, elle allait gagner. Ils ont fait venir aussi mon père, et l'avocat des témoins de Jéhovah avait essayé d'en faire un moyen de me déstabiliser, puisqu'ils l'ont fait rentrer derrière, et au moment où les questions ont commencé pour l'avocat des témoins de Jéhovah, il a dit « Alors, bon, ça fait une demi-heure que vous nous racontez des choses, nous verrons tout à l'heure avec votre sœur, si cela est vrai, et votre père est là aussi. » Effet de manche, il espérait que ça allait me déstabiliser, et les juges ont vraiment pas apprécié cette tentative. Et moi, au contraire, ça m'a permis de dire des choses que mon père avait jamais voulu entendre, et puis il n'avait pas moyen ni de s'empêcher d'entendre, ni de me répondre. Donc j'ai pu faire passer quelques messages, et j'en étais très content. Ce que j'ai fait passer, c'est que moi, mon amour était inconditionnel, que mes bras étaient toujours ouverts à ma famille, et ils le seraient toujours, que c'était une souffrance de ne pas les voir, que c'était une cruauté organisée par les témoins de Jéhovah que je subissais, et que j'espérais les revoir bientôt et que je serais toujours là. Enfin, c'était finalement, quand on veut sortir quelqu'un d'un mouvement sectaire qui est dedans et qui est entouré de cet amour factice mais conditionnel, c'est le seul message, je dirais, à faire passer de façon répétée, appuyée, acharnée. C'est « je t'aime ». Toujours et pour toujours, que tu sois dans ce mouvement ou pas, de façon inconditionnelle. Je serai toujours là pour toi. Mais ça n'a pas eu du tout le but escompté, et voilà, c'est la dernière fois où je l'ai vu vivant, j'ai vu qu'il avait des cheveux blancs, tout blancs, et un an plus tard, il décédait. Et donc j'ai pu revoir ma mère et mes sœurs au moment de l'enterrement, et ça a été la dernière fois où je les ai vus. Pendant le procès, ça a été 4 jours, mais ça a été 4 jours intenses. 4 jours où tu as tous les membres de la secte qui sont là, ils te regardent, ils sont 25, ils ont la haine. Ils sont là en train de te regarder comme si t'étais toi le bourreau. Quand j'ai vu le sourire de Carole, j'ai vu qu'on était passé de l'autre côté, nous. Ça fait belle lurette. Ça fait belle lurette, et j'ai vu l'emprise dans ses yeux, quoi. Un sourire à la Joker, donc un sourire à moitié fou. Je suis toujours dans cette logique de penser à leur déprise à eux, mais c'est pas quelque chose à faire en fait. C'est pas quelque chose à faire, il faut avancer. Parce que pendant qu'on se concentre là-dessus, on se concentre pas sur nous. Et on a fait notre temps, ça suffit. 10 ans de secte, 10 ans de procédure. À un moment, il faut passer à autre chose. Aujourd'hui, il y a eu condamnation au pénal pour l'abus de faiblesse aggravé. Et le tribunal, on n'a pas encore la motivation, mais le tribunal a bien dit qu'il s'agissait d'un gourou, qu'il s'agissait de quelqu'un qui n'était pas à la tête d'un groupe de simples amis ayant des idées originales, mais qu'on était bien en présence de dérives sectaires. Il est condamné à 30 mois d'emprisonnement, dont 18 assortis d'un sursis mis à l'épreuve pendant 3 ans, avec quand même l'obligation d'indemniser les victimes. C'est-à-dire que s'il n'indemnise pas les victimes dans les 3 ans de ce sursis probatoire, le risque pour lui, c'est que les 18 mois soient mis à l'exécution et deviennent du ferme. Donc après, évidemment, on a la déception d'avoir la relaxe pour l'agression sexuelle. Ce passage-là, c'est vraiment sur les expertises psychologiques. Les experts qui ont examiné Gabrielle Loison sont ceux qui ont examiné Julie, et il n'a pas été relevé chez elle un fonctionnement pervers de la personnalité, ni de tendance à la manipulation d'autrui. Au contraire, celle-ci présente les caractéristiques des victimes d'endoctrinement. Suite à ce procès-là, qui tient quand même Dieu miracle, parce que finalement, c'était pas donné que je sois acquittée au départ. Il prendra 15 ans au final.
Après 10 ans de procès, ce mec, c'est quand même celui que je déteste le plus au monde. Je veux dire, enfin, au moins que je connais directement. Et du coup, et ben, le mec, à un moment, il parle. Et donc, en fait, il a une voix... en fait, il a une voix qui est quand même... en tout cas, sur moi, faut pas... ça marche, quoi. Et d'un coup, pendant un petit moment, je me suis dit... quand même, il a des compétences, tu vois. Parce qu'il a un discours écologisant, là, comme ça. Et puis... je me suis dit, ouais, cette vision du corps de l'humanité, c'est quand même assez beau, tu vois. Et tout d'un coup, tu fais, oh, mince, non, quand même. Et voilà, donc comme ça porte pas à conséquence, c'est pas très grave, mais c'est fou. Quand j'ai été reconnu dans mon préjudice, si tu veux, c'est tellement une histoire de dingue que quand le droit a dit, ok, c'est bon, moi, ça m'a... En fait, tout d'un coup, on était... Tout d'un coup, on était au moins validés, quoi, par la justice. Parce qu'en fait, c'est tellement compliqué. On a tellement une culpabilité aussi d'avoir participé à ça, que tout d'un coup, en fait, la justice qui dit, bah ouais, vous êtes victime. Après, 6 ans de secte, 1 an de prison, donc 7 ans dans un autre monde. C'est cette réinclusion parmi les vivants, en fait, qui est très forte, parce que c'est ça qui se passe. Moi, je me considérais un peu comme morte, hein, quelque part. J'avais plus le droit, je m'autorisais pas de vivre comme les autres. J'avais fait quelque chose de mal, et même si j'avais été acquittée, c'était très dur pour moi de sortir de ça. Et du coup, c'était super de voir que je faisais pas peur et que je pouvais me faire des potes et que je leur faisais pas de mal. Le prix de ma liberté aujourd'hui, ça a été d'accepter d'avoir été dans une secte. Ça a été le prix à payer. Et le prix à payer d'avoir passé 10 ans dans quelque chose, en fait, d'avoir perdu 10 ans de ma vie, mais en même temps, j'ai compris des choses, il faut dire. C'est-à-dire que moi, je veux en récupérer du bien aussi de ça. Toutes les personnes qui sont encore dans des sectes, et tous les membres de la secte actuelle, des Guerriers de Lumière, dites-vous que le prix à payer est important, parce que ce qu'on vit quand on sort de là, c'est très difficile. Et plus on est passé d'années, plus on s'est investi, plus c'est difficile. Mais après, il y a les libertés. Et il y a la capacité à pouvoir repenser pour soi et par soi. Et ça n'a pas de prix. Quand je suis sorti des Témoins de Jéhovah, à 22 ans, j'ai pu fêter mon premier anniversaire, mon premier Noël. Et en fait, c'était ma première année de vie vraiment moi, Nicolas Jaguette, qui peut décider de ce qu'il va faire de sa vie. Et donc là, en fait, j'ai 18 ans. J'ai 18 ans de vie. Et dans 2 ans, j'en aurai 20. Enfin, c'est une deuxième jeunesse. C'est très, très spécial.